La pluie martelait le toit de la vieille Peugeot comme un tambour funèbre, tandis que Thomas serrait le volant, les jointures blanchies par la tension. Victor, assis à côté, fixait le vide, ses lèvres tremblantes, un filet de sang séché coulant encore de son arcade sourcilière fendue. « Papa. J'ai tué quelqu'un » murmura-t-il d'une voix brisée, et dans ce silence qui suivit, Thomas sentit son monde s'effondrer comme les remparts d'une cathédrale oubliée. Thomas freina brutalement au bord de la route départementale, les phares balayant les champs sombres de la Normandie, où les vaches endormies semblaient ignorer le chaos qui se déchaînait dans l'habitacle. Son cœur cognait comme un marteau-piqueur contre ses côtes, un rythme effréné qui noyait presque les sanglots étouffés de Victor. À 38 ans, Thomas avait vu bien des tempêtes, un divorce amer à Paris, une carrière d'avocat qu'il avait usée jusqu'à l'os, et ce mariage impulsif avec Claire, la mère de Victor, qui avait apporté avec elle ce garçon de 19 ans, distant et tourmenté. Mais rien ne l'avait préparé à cette nuit, à cette confession qui puait le sang et le désespoir. « Raconte-moi tout, Victor. De A à Z. Et ne me mens pas, bon sang. » La voix de Thomas claqua comme un fouet, mais il y avait une fêlure dedans, une peur viscérale qu'il ne pouvait masquer. Victor leva les yeux, ses prunelles vertes, héritées de sa mère, brillant d'un éclat fiévreux sous la lumière crue du plafonnier. Il essuya son visage d'un revers de manche, étalant le sang en une traînée macabre. C'était à la fête, à Caen. Les potes de la fac. Il buvait, il riait. Et puis Marc est arrivé. Tu sais, Marc, ce connard de footballeur qui me traque depuis des mois. Les mots jaillissaient comme un torrent, emportant avec eux les images que Thomas aurait préféré ne jamais voir. Victor, ce fils adoptif qu'il avait tenté d'aimer comme le sien, avait toujours été un mystère enveloppé de silence. Grand, élancé, avec une grâce presque féminine dans ses gestes, il excellait en littérature à l'université, dévorant Proust et Gide comme d'autres avalent des bières. Mais sous cette façade d'intello mélancolique, Thomas avait perçu des ombres, des nuits solitaires devant l'ordinateur, des regards fuyants lors des repas familiaux, et ses disputes violentes avec Claire, qui hurlait que son fils était un ingrat qui ne savait pas ce qu'il voulait. Ce soir-là, à la fête dans une maison délabrée aux abords de la ville, l'alcool avait coulé à flot, et avec lui, les masques étaient tombés. Marc, ce colosse blond aux épaules de déménageur, avait corneré Victor dans une chambre aux murs tapissés de posters de foot et de bière vide. T'es qu'une pédale refoulée, Vic, avait ricané Marc, son haleine chargée de whisky, en le plaquant contre le matelas. Victor avait résisté, ses ongles s'enfonçant dans les bras de l'agresseur, mais la force brute l'avait submergé. Les rires des autres, dehors, avaient couvert ses cris étouffés. Puis, dans un sursaut primal, Victor avait attrapé une bouteille brisée sur la table de nuit à un éclat de verre acéré comme une lame. Un coup, deux, et le sang avait giclé, chaud et poisseux, sur le tapis usé. Marc s'était effondré, gargouillant, les yeux écarquillés de stupeur. Victor avait fui, trébuchant dans l'escalier, le cœur battant la chamade, jusqu'à ce qu'il atteigne la voiture de Thomas, garée non loin, où il avait attendu, tremblant, que son beau-père vienne le chercher après le appel paniqué, « Viens me prendre. S'il te plaît. J'ai fait une connerie. » Thomas écoutait, le visage figé en un masque de pierre, mais intérieurement, un maelstrom de sentiments le dévorait. Colère contre ce Marc, ce bully qui avait osé toucher à son garçon. Peur pour l'avenir, un meurtre, même en légitime défense, pouvait ruiner une vie. Et plus profondément, une pointe d'effroi qu'il n'osait nommer, car dans les mots de Victor, il y avait une vérité nue, une identité qui expliquait tant de silence passé. Il m'a embrassé de force, papa. Et j'ai pas détesté. Au contraire. C'était comme si tout s'éclairait. Je suis gay. Je le sais maintenant. À cause de lui. Le silence retomba, lourd comme un linceul. Thomas démarra la voiture, les essuie-glaces chassant la pluie en arc frénétique. Ils roulèrent vers Paris, 200 km de nuit piquetée de phares, sans un mot. Victor s'endormit enfin, la tête contre la vitre, son souffle irrégulier. Thomas, lui, veillait, les pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes sur l'asphalte. Comment en était-il arrivé là? Lui, l'avocat hétérosexuel convaincu, marié à Claire pour les apparences d'une vie stable après son propre divorce. Claire, cette femme forte, galeriste aux ongles laqués de rouge, qui avait fui Lyon pour Paris avec son fils unique, cherchant à panser les plaies d'un mariage raté avec un professeur volage. Leur union, 3 ans plus tôt, avait été un pacte pragmatique, Thomas offrait la sécurité financière, Claire la chaleur d'un foyer reconstruit.
Victor, adolescent rebelle, avait été le grain de sable dans cette machine bien huilée. Il tolérait Thomas, l'appelait « papa » par politesse, mais ses yeux disaient autre chose ou une distance, une quête intérieure que personne n'avait su décrypter. Et maintenant, ce coming out forcé, arraché dans la violence, comme une naissance sanglante. À l'aube, ils entrèrent dans Paris par la porte d'Italie, les boulevards encore endormis sous un ciel laiteux. L'appartement du Marais, avec ses poutres apparentes et ses livres empilés jusqu'au plafond, les accueillit comme un refuge précaire. Claire dormait encore, ignorant le drame qui se tramait. Thomas guida Victor vers la salle de bain, où l'eau chaude lava le sang et la crasse, révélant une entaille profonde au-dessus de l'œil. « On va à l'hôpital, fiston. Et on appelle un avocat. Le mien. » Mais Victor secoua la tête, les larmes se mêlant à l'eau du robinet. « Non, papa. Pas encore. J'ai peur. Peur qu'il me juge. Peur que maman. » Sa voix se brisa, et Thomas, sans réfléchir, l'enlaça. Un geste paternel, censé réconforter, mais qui dura une seconde de trop. Les corps se frôlèrent, humides et chauds, et dans cet instant suspendu, Thomas sentit un frisson inconnu le traverser par un mélange de protection farouche et d'autre chose, de plus trouble, qu'il chassa aussitôt. Les jours suivants furent un tourbillon administratif. Thomas, avec son réseau d'avocats parisiens, étouffa l'affaire dans l'œuf. Marc avait survécu, une commotion et des points de suture, mais son père, un notable local, préféra un arrangement discret à un scandale. Pas de plainte, pas de police. Juste une menace voilée, que ton gamin reste loin de mon fils, ou on creuse dans son passé. Victor, libéré de la menace judiciaire, sombra dans une léthargie morose. Il ne sortait plus, évitait les cours, et quand Claire rentra de son voyage à New York, elle trouva son fils changé, muré dans un silence accusateur. « Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas ? » « Il me regarde comme si j'étais une étrangère, » siffla-t-elle un soir, dans la cuisine aux murs ocre, un verre de chardonnay à la main. Thomas hésita, pesant le pour et le contre. Dire la vérité ? Risquer la tempête ? Un accident à une fête. Rien de grave. Il a juste besoin de temps. Claire plissa les yeux, suspicieuse, mais les affaires de la galerie l'emportèrent. Elle partit pour une foire à Bruxelles, laissant Thomas seul avec Victor, dans cet appartement qui semblait rétrécir comme une peau trop serrée. C'est là que tout bascula, imperceptiblement d'abord. Les soirées devinrent des veillées complices, un film d'Almodovar sur l'écran plasma, une pizza froide sur les genoux, et des confidences murmurées dans la pénombre. Victor parla de ses doutes, de ses attirances refoulées pour les garçons du lycée, de la honte qu'il avait rongée comme un acide. Thomas écoutait, hochant la tête, se rappelant ses propres luttes non pas pour son orientation, mais pour cette rigidité masculine qu'il avait héritée d'un père militaire, mort trop tôt pour lui apprendre la tendresse. Un soir, après une bouteille de Bordeaux partagée, Victor posa sa tête sur l'épaule de Thomas. « Merci, papa. T'es le seul qui m'ait pas jugé. » Le contact était innocent, mais l'air s'alourdit d'une électricité nouvelle. Thomas sentit la chaleur du corps jeune contre le sien, la courbe du cou exposée, et une vague de culpabilité le submergea. Il se leva abruptement, prétextant un appel professionnel, et s'enferma dans son bureau, le cœur en déroute. Pourtant, il revint. Les jours se muèrent en semaines, et cette proximité devint une habitude addictive. Victor riait plus, citait Baudelaire avec une passion retrouvée, et Thomas, pour la première fois, se surprit à anticiper ces moments, à guetter le pas léger dans le couloir. Claire, absente plus souvent, ne remarqua rien. Mais intérieurement, Thomas luttait, était-ce de l'amour paternel déformé, ou quelque chose de plus profane, de plus dangereux ? La première fissure apparut lors d'une promenade au jardin des Tuileries, sous un ciel d'automne pluvieux. Victor, emmitouflé dans un manteau trop grand, glissa sa main dans celle de Thomas. « Juste pour me sentir en sécurité, » murmura-t-il. Thomas ne la retira pas. Au contraire, il serra plus fort, et quand leurs regards se croisèrent, il y avait une question muette, une promesse suspendue. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Victor l'embrassa à un baiser timide, hésitant, sur la joue d'abord, puis sur les lèvres, fugace comme un papillon. Thomas recula, le souffle court. « Victor. On ne peut pas. Je suis ton père, en quelque sorte. » Mais les mots sonnaient faux, évidés par le désir qu'il niait encore. Victor pleura, non de rejet, mais de vulnérabilité. « T'es pas mon père biologique.
T'es l'homme qui m'a sauvé. Et je t'aime, Thomas. Pas comme un fils. La nuit fut blanche. Thomas arpenta les rues du Marais, passant devant les cafés gays illuminés, où des couples d'hommes se tenaient la main sans honte. Il pensa à son ex-femme, à Claire, à cette vie hétéro qu'il avait construite comme un rempart contre ses propres faiblesses, ses fantasmes fugaces d'étudiant, vite étouffés. Était-il bi? Gay? Ou simplement humain, faillible? Au matin, il trouva Victor endormi sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine. Il s'assit à ses côtés, caressa ses cheveux, et murmura « On va trouver une façon. » Ensemble. C'était le début d'un chemin tortueux, pavé de roses et d'épines, où l'amour défiait les tabous comme la Seine défie ses berges. Les semaines suivantes furent un balai délicat sur le fil du rasoir, où chaque geste, chaque regard, portait le poids d'un secret partagé. Thomas et Victor naviguaient cette intimité naissante avec une prudence de funambule, évitant les contacts trop prolongés en présence de Claire, qui rentrait sporadiquement, les bras chargés de catalogues d'art et d'anecdotes new-yorkaises. L'appartement du Marais, avec ses hauts plafonds et ses miroirs anciens, devenait un théâtre de non-dits, un effleurement de doigts lors du passage du sel à table, un sourire complice devant un film tardif, et ces nuits où Victor frappait doucement à la porte de Thomas, prétextant l'insomnie pour s'allonger à ses côtés, leur corps se frôlant sans oser plus. Thomas, avocat chevronné habitué à disséquer les contrats comme des cadavres juridiques, se retrouvait désarmé face à cette émotion brute. Il passait ses journées au palais de justice, plaidant pour des divorces acrimonieux ou des successions empoisonnées, mais son esprit vagabondait vers Victor, vers ce jeune homme qui éclosait comme une fleur vénéneuse au soleil de l'acceptation. Il commanda en ligne des livres sur l'identité queer, les lut avidement dans son bureau, soulignant des passages sur la fluidité sexuelle, sur les amours tabous qui défient les normes bourgeoises françaises. L'amour n'a pas de pédigré, écrivit-il dans un carnet, une phrase volée à un essai de Foucault qu'il relisait comme un mantra. Victor, de son côté, reprenait goût à la vie. Il revint au cours de littérature à la Sorbonne, où ses professeurs le félicitaient pour ses dissertations sur les chants de Maldoror de Lautréamont, voyant en lui un esprit tourmenté mais brillant. Pourtant, sous cette renaissance, couvait une peur, celle d'être découvert, d'être réduit à « le fils gai de la famille ». Il confia à Thomas, lors d'une balade nocturne le long de la Seine, ses craintes les plus intimes. « Et si maman me renie ? Et si la société me broie comme elle a broyé Wilde ?» Thomas l'étreignit sous le pont des Arts, les cadenas d'amour scintillant comme des étoiles tombées. « On affrontera ça ensemble. Tu n'es pas seul. » Leur premier vrai baiser eut lieu un soir de novembre, pluvieux et froid, alors que Claire était à une vernissage à Montmartre. Victor avait cuisiné un coq au vin maladroit mais sincère, arrosé d'un Côtes-du-Rhône corsé. La tension, accumulée comme une charge électrique, crépita quand leurs mains se rencontrèrent sur la table. Victor se leva, contourna la table, et s'agenouilla presque devant Thomas, ses yeux implorants. « Laisse-moi t'aimer. Juste une fois. Pour savoir. » Thomas, le cœur en vrac, attira le jeune homme à lui, et leurs lèvres se joignirent dans un feu d'artifice silencieux au doux d'abord, puis urgent, affamé, comme si des années de répression se libéraient en une vague. Ce fut une nuit de découverte hésitante, de corps explorant des territoires interdits avec une tendresse presque sacrée. Thomas, avec son expérience d'homme mûr, guida Victor, murmurant des mots apaisants en français châtié, teinté d'un accent parisien aristocratique. Victor, vierge de toute expérience avec un homme, se livrait avec une ferveur poétique, ses gémissements évoquant des vers de Rimbaud. Ils firent l'amour sur le lit de Thomas, les draps froissés comme des vagues, et dans l'aube grise qui filtra par les volets, ils s'endormirent enlacés, un pacte muet scellé dans la sueur et les larmes. Mais l'euphorie fut de courte durée. Claire revint plus tôt que prévu, un matin de décembre, les joues rosies par le froid et les yeux plissés par une intuition maternelle. Elle trouva l'appartement imprégné d'une odeur subtile au sel du vin renversé, du musc masculin et surprit un regard entre Thomas et Victor, trop chargé pour être filial. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, posant son sac de voyage avec un bruit sec. Victor pâlit, s'excusa pour filer dans sa chambre, mais Thomas, acculé, choisit la demi-vérité. On se rapproche. Depuis l'incident. Il a besoin de moi. Claire rit, un rire amer, teinté de jalousie refoulée. Besoin de toi. Mon fils a un père quelque part à Lyon, même s'il est un lâche. Et toi, Thomas, t'es pas son sauveur. T'es mon mari. Les mots blessèrent comme des aiguilles, et ce soir-là, elle confronta Victor seul. Assise dans la cuisine,
mère et fils se firent face, un thé fumant entre elles comme un no man's land. Victor, les mains tremblantes, avoua tout, l'agression, son orientation, et cette attirance pour Thomas qui le consumait. Claire blêmit, puis explosa. T'es gay? Et avec mon mari? C'est dégoûtant. Une trahison. Ses cris traversèrent les murs, et Thomas, depuis le salon, sentit son monde s'effriter. Claire fit ses valises le lendemain, hurlant des accusations à adultère, inceste moral, perversion. Je pars pour New York pour de bon. Et emporte ton monstre avec toi. Victor, dévasté, se recroquevilla sur le sol, sanglotant comme un enfant. Thomas le releva, le serra contre lui, mais la graine de la discorde était plantée. Claire n'était pas seulement partie, elle avait empoisonné l'air de doute, de peurs ancestrales sur l'amour entre hommes, surtout quand ils franchissaient les lignes familiales. Pourtant, dans l'adversité, leur lien se fortifia. Ils devinrent un duo inséparable, explorant Paris comme des amants clandestins, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés du quartier latin, promenade main dans la main dans les allées du Luxembourg quand la nuit tombait, et ces nuits d'amour passionné où Thomas apprenait à Victor les subtilités du désir masculin. Victor fleurissait, écrivant des poèmes pour Thomas ou des odes à sa force tranquille, à ses mains calleuses d'avocat qui devenaient si douces sur sa peau. Thomas, lui, se surprenait à composer des lettres d'amour, des missives enflammées qu'il glissait sous la porte de Victor, signées d'un simple « ton gardien ». Mais le paradis a ses serpents. Marc, le fantôme de Caen, refit surface via un message anonyme sur le téléphone de Victor, une photo floue de leur nuit à l'hôpital, accompagnée d'une menace « Je sais ce que t'as fait. Et maintenant, je sais ce que tu fais avec ton beau-père. » Un mot à la presse, et c'est la ruine. Victor paniqua, montra le message à Thomas, qui, avec son flair légal, traqua l'expéditeur jusqu'à un compte jetable. Mais le mal était fait, la peur s'insinua, transformant leur idylle en un jeu d'ombre. Claire, de son exil new-yorkais, envoya des emails venimeux, alternant entre supplications maternelles et reproches cinglants. « Ramène mon fils à la raison, Thomas. Ou je te détruis. J'ai des amis influents. » Thomas répondit poliment, mais intérieurement, il bouillonnait. Il engagea un détective privé pour surveiller Marc, apprenant que le jeune homme, rongé par la honte de son agression avortée, complotait une vengeance mesquine, des rumeurs sur les réseaux sociaux, des appels anonymes à la fac de Victor. Le conflit culmina lors d'une soirée d'hiver, au cœur du Marais. Victor, invité à une lecture poétique par ses camarades de la Sorbonne, insista pour que Thomas l'accompagne. « Montre-moi que t'as pas honte de moi. » La salle, un sous-sol voûté aux murs couverts de graffitis littéraires, bourdonnait d'étudiants queer et d'artistes en herbe. Victor lut un poème inédit, dédié à « Un homme aux yeux de tempête », et la foule applaudit, mais au fond de la pièce, une silhouette familière, Marc, les bras croisés, un sourire carnassier aux lèvres. La confrontation éclata dehors, sous une pluie fine qui transformait les pavés en miroirs noirs. Marc s'approcha, flanqué de deux acolytes bodybuildés. « Regardez-moi ça, le profiteur et sa petite tapette. T'as pas eu assez de moi, Vic? T'en veux un autre ?» Les mots étaient un poison, et Victor, le visage crispé, serra les poings. Thomas s'interposa, sa voix d'avocat tonnant comme un verdict, « Dégage, gamin. Ou je te fais coffrer pour harcèlement. » Mais Marc ricana, sortant son téléphone. « J'ai des preuves. De votre petit nid d'amour. Envoyé à sa mère déjà. Et à la presse People. Demain, vous êtes célèbre. » Victor chargea, aveuglé par la rage, mais Thomas le retint, le plaquant contre le mur humide. Les voyous s'éloignèrent en riant, laissant un vide chargé de fureur. De retour à l'appartement, Victor explosa, « Pourquoi t'as pas laissé me battre? J'aurais pu le faire taire. » Thomas, les larmes aux yeux, le secoua doucement. « Parce que je t'aime trop pour te perdre à nouveau. On affronte ça proprement. Avec la vérité. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une urgence désespérée, comme si c'était la dernière fois, au corps entrelacé dans une danse de possession et de libération, gémissement étouffé contre l'oreiller. Au matin, Thomas appela Claire. « Viens à Paris. On parle. » Tous les trois. C'était un pari risqué, un saut dans l'inconnu, mais pour Victor, il était prêt à tout. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés, un de ces établissements haussmanniens aux miroirs piqués et aux serveurs en veston blanc, où les intellectuels de jadis sirotaient leur absinthe en complotant des révolutions. Thomas arriva le premier, vêtu d'un costume anthracite impeccablement taillé,
son alliance encore au doigt comme un rappel accusateur. Victor le suivit de près, pâle mais déterminé, un pull en cachemire bleu marine soulignant sa silhouette élancée. Claire, enfin, fit une entrée théâtrale, son manteau de laine camel tombant en cascade, ses yeux vers ceux de Victor lançant des éclairs. « Asseyez-vous, Claire. » Un café, proposa Thomas, la voix neutre comme un protocole diplomatique. Elle s'installa en face, raide comme un i, ignorant la main tendue de son fils. « Pas de chichi, Thomas. J'ai reçu les photos. Mon propre mari, avec mon fils. C'est monstrueux. » Le mot claqua comme une gifle, et Victor tressaillit, ses doigts crispés sur la tasse fumante. « Maman, s'il te plaît. Écoute-nous. C'est pas ce que tu crois. C'est de l'amour. Pur. » Claire rit, un son strident qui attira les regards des tables voisines. « De l'amour ? Entre un père adoptif et son beau-fils ? T'as perdu la tête, Victor. À cause de cet incident à Caen, t'as viré gay, et maintenant tu te jettes sur le premier homme qui te tend la main ? Thomas, t'aurais dû le recadrer, pas en profiter. » Les accusations pleuvaient, acides, creusant des sillons dans l'air déjà chargé. Thomas, les mâchoires serrées, riposta enfin, « Profiter ? J'ai aimé ton fils comme le mien pendant 3 ans. Et quand il a eu besoin de moi, j'étais là. Pas toi, Claire, avec tes expositions et tes absences. » Le silence qui suivit fut un abîme. Claire pâlit, touchée au vif car oui, elle avait fui dans le travail, pensant ses propres blessures avec des toiles abstraites et des verres de martini à Manhattan. Victor, profitant de la brèche, se lança dans un plaidoyer fiévreux, les mots coulant comme une rivière en crue. Il parla de l'agression, de cette révélation forcée sous la violence, de la solitude qu'il avait rongée avant que Thomas ne devienne son ancre. « Il m'a sauvé, maman. Pas seulement de Marc, mais de moi-même. Et oui, je l'aime. Pas comme un fils. Comme un homme aime un autre homme. C'est rare, c'est beau. Ne nous vole pas ça. » Claire écouta, les larmes coulant enfin, traçant des rivières sur son maquillage impeccable. Elle se rappela Victor enfant, courant dans les jardins de Lyon, riant aux éclats, elle se rappela ses propres doutes, cette bisexualité qu'elle avait étouffée pour plaire à un mari conventionnel. « J'ai peur pour toi, mon chéri. Le monde est cruel avec les gens comme toi. Et Thomas. Il est marié à moi. » Thomas posa sa main sur celle de Claire, un geste de réconciliation fragile. « Plus pour longtemps, si tu le veux. Mais Victor n'est pas une erreur. Il est notre chance de faire mieux. » La conversation s'étira jusqu'à la nuit, entre rires nerveux et aveux larmoyants. Claire ne pardonna pas d'un coup, comment l'aurait-elle pu ? Mais elle accepta une trêve, pas de scandale, pas de divorce immédiat. Elle rentrerait à Paris, reprendrait la galerie, et laisserait le temps faire son œuvre. « Mais si vous me brisez le cœur encore, je pars pour de bon. » Victor l'étreignit, un sanglot dans la gorge, et pour la première fois depuis des mois, la famille se reforma, bancale mais vivante. Pourtant, la paix fut illusoire. Marc, ce spectre tenace, passa à l'attaque. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux étudiants, le intello gay qui baisse son beau-père. Victor reçut des messages haineux, des graffitis sur son casier à la Sorbonne, PD incestueux, en lettres rouges. Ses amis, autrefois solidaires, se distancèrent, murmurant dans les couloirs. Thomas, furieux, porta plainte pour diffamation, mais le mal était fait, Victor sombra dans une dépression noire, passant des jours au lit, refusant de manger. Thomas veilla sur lui comme un lion blessé, annulant des audiences pour le cajoler, lui lisant des extraits de Maurice de Forster à voix haute, ce roman interdit sur un amour homosexuel dans l'Angleterre victorienne. On est comme eux, Vic. Maurice et Alec. Contre le monde entier. Victor, les yeux cernés, esquissa un sourire faible. Et on gagne, hein. Thomas l'embrassa sur le front, mais intérieurement, la peur le rongeait, et si cette relation les détruisait tous ? Le vrai coup de poignard vint de l'intérieur. Claire, malgré ses promesses, fouilla l'appartement un après-midi où Thomas était au tribunal. Elle trouva les lettres de Thomas à Victor, ses missives enflammées, cachetées d'un cœur stylisé. La trahison la frappa comme un ouragan. Elle confronta Thomas ce soir-là, les lettres froissées en main, hurlant dans le salon aux meubles anciens. « Espèce de pervers. Tu l'as séduit. Mon propre fils. » Victor, entendant les cris,
surgit de sa chambre, mais Claire le gifla un geste impulsif, regretté aussitôt, mais irréparable. Sors de ma vie, tous les deux. Je divorce, et je te garde rien, Victor. Rien. La gifle résonna comme un glas. Victor s'effondra, le visage en sang en pas du sang physique, mais une hémorragie émotionnelle. Thomas, rouge de rage, protégea son amant, poussant Claire vers la porte. Pars. Et ne reviens pas tant que t'auras pas compris. Elle partit en trombe, claquant la porte, laissant un vide hurlant. Cette nuit fut le nadir. Victor, brisé, murmura à Thomas, c'est ma faute. Tout ça. Laisse-moi partir. À Lyon, ou ailleurs. Thomas le serra, les larmes coulant librement. Jamais. On est liés, toi et moi. Par le sang, par l'amour. Et on va se battre. Ils firent l'amour alors, non pas avec passion, mais avec une tendresse funèbre, comme pour sceller un serment face à l'abîme. Au matin, Thomas prit une décision radicale, il démissionna de son cabinet, vendant ses parts pour un montant modeste, et inscrivit Victor à un atelier d'écriture thérapeutique pour jeunes LGBTQ+, à Montreuil. Lui-même consulta un thérapeute, un vieil homosexuel assumé qui l'aida à démêler ses propres fils, cette bisexualité latente qu'il avait niée, cette peur de l'intimité qu'il avait poussé vers Claire comme vers un bouclier. L'amour n'est pas une ligne droite, Thomas. C'est un labyrinthe. Et Victor est à Minerve. Claire, de son côté, s'enferma dans la galerie, peignant frénétiquement des toiles sombres, tourbillons de bleu et de noir évoquant des tempêtes intérieures. Elle ignora les appels de Victor, mais un soir, seule avec un verre de gin, elle craqua et envoya un message, « Je t'aime, fiston. Mais ça fait mal. Donne-moi du temps. » C'était un pas, minuscule, vers la guérison. Marc, enfin, fut neutralisé. Thomas, avec l'aide d'un hacker éthique, effaça les preuves numériques et menaça d'une poursuite pour chantage. Le jeune homme, confronté à ses démons, s'effondra en thérapie, avouant son agression initiale comme un cri de sa propre confusion sexuelle refoulée. Une paix fragile s'installa, mais le mal était ancré. Noël approcha, Paris s'habillant de guirlandes et de lumière, mais pour Thomas et Victor, la fête sonnait creux. Ils décorèrent l'appartement seuls, un sapin maigre aux boules ternes, et échangèrent des vœux simples, que 2026 nous apporte la paix. Victor écrivit un poème pour Thomas, lui à voix haute près du feu électrique, « Ton corps est mon phare dans la nuit parisienne, tes mains, mes chaînes d'or forgées au feu du tabou, ensemble, nous dansons sur le fil de l'interdit, et le monde, jaloux, nous crache son venin, mais l'amour, ah, l'amour est notre bouclier invincible. » Thomas pleura, ému aux tripes, et ils s'aimèrent sous les lumières clignotantes, un acte de rébellion joyeuse contre la solitude. Pourtant, le destin réservait un dernier twist. Au jour de l'an, un appel de Lyon, le père biologique de Victor, ce professeur fantôme, apprenant l'affaire par des ragots familiaux, menaça de réclamer la garde non par amour, mais pour un héritage contesté. « Ton fils est une tache sur mon nom. Je le ramène à la maison, et on le corrige. » La menace raviva les flammes. Thomas et Victor, unis comme jamais, préparèrent leur défense non pas légale cette fois, mais existentielle. Ils fuirent pour un week-end à Deauville, sur la côte normande, où les vagues grises léchaient les galets comme des langues affamées. Là, dans une chambre d'hôtel aux fenêtres battues par le vent, ils se jurèrent fidélité éternelle, scellant leur union d'un anneau simple, acheté dans une bijouterie locale. Le printemps 2026 éclosit sur Paris comme une promesse différée, les cerisiers du champ de Mars fleurissant en nuages roses, indifférents aux drames humains qui se nouaient en dessous. Thomas et Victor, après Deauville, revinrent changés, une assurance nouvelle dans leur démarche, une façon de se toucher à un effleurement du poignet, un baiser volé dans l'ombre d'un porche qui défiait les regards obliques. L'appartement du Marais, jadis un champ de mines émotionnelles, devint leur sanctuaire, des photos de deux encadrées discrètement, un recueil de poèmes de Victor dédié à Thomas sur la table de nuit. Mais le père de Victor, Henri, n'était pas un fantôme bienveillant. À 55 ans, professeur de philosophie à l'université de Lyon, il incarnait le stéréotype du bourgeois provincial, moustache grise impeccablement taillée, costume en tweed, et une homophobie larvée héritée d'une éducation catholique rigide. Apprenant l'affaire par une tante bavarde, il vit une opportunité, non seulement de « sauver » son fils, mais de contester l'héritage familial ou une maison de campagne en Beaujolais que Claire convoitait depuis le divorce. Henri débarqua à Paris un après-midi d'avril, sans prévenir, sonnant à la porte avec l'autorité d'un huissier. Thomas ouvrit, surpris, et se retrouva face à un homme qui lui ressemblait étrangement en grand, les tempes grisonnantes,
les yeux froids comme l'acier. « Où est mon fils » gronda Henri, sans un bonjour. Victor, alerté par les voix, apparut dans le couloir, le visage fermé. « Papa. Qu'est-ce que tu fais là ?» La confrontation se déroula dans le salon, sous le portrait abstrait de Claire qui semblait les juger depuis le mur. Henri, assis en bout de table comme un inquisiteur, déballa son chapelet d'accusation. « T'as été perverti par cet homme, Victor. 7. Opportuniste qui a épousé ta mère pour son argent. Je t'emmène à Lyon. Là-bas, on te remettra d'aplomb. Des thérapies, des amis normaux. » Victor ricana, amer. « Normaux ? Comme toi, qui as abandonné maman enceinte pour tes conquêtes étudiantes ? T'as zéro droit sur moi. » Thomas intervint, la voix mesurée mais ferme. « Monsieur, Victor est majeur. Et notre relation est consentie, légale. Si vous insistez, je saisis la justice pour harcèlement familial. » Henri se leva d'un bond, rougeau. « Consenti ? C'est de l'inceste. Je vais tout balancer à la presse, à tes collègues avocats. Ta réputation en miettes. » Il partit en claquant la porte, laissant un sillage de fureur. La menace n'était pas vaine. Bientôt, des articles anonymes circulèrent dans la presse people parisienne, le scandale du Marais, un avocat et son beau-fils dans une idylle taboue, avec des photos floues volées par un paparazzi embusqué. Le cabinet de Thomas, bien que démissionné, reçut des appels outrés, des anciens clients annulèrent des rendez-vous. Victor, à la Sorbonne, fut hué lors d'une soutenance, ses notes plombées par des profs conservateurs. Claire, alertée par les ragots, revint en coup de vent de New York. Cette fois, au lieu de hurler, elle pleura dans les bras de Victor. « J'ai été égoïste. J'ai fui au lieu d'affronter. Pardonne-moi, mon amour. » La réconciliation fut larmoyante, autour d'un dîner improvisé au pot-au-feu et confession. Claire avoua sa propre histoire, une liaison lesbienne refoulée dans sa jeunesse, étouffée par la pression sociale. L'amour est fluide, comme l'art. J'aurais dû le savoir. Elle promit de témoigner contre Henri si besoin, transformant son ex-mari en ennemi commun. Pourtant, le doute s'insinua chez Thomas. Les nuits, il se réveillait en sueur, hanté par des rêves où Victor l'abandonnait pour un amant plus jeune, plus libre. « Et si on est une erreur » murmura-t-il un soir, lové contre le dos de Victor. Le jeune homme se tourna, ses yeux verts luisants dans la pénombre. « Une erreur ? Non, une révolution. On défie le monde, Thomas. Et on gagne. » Ils s'aimèrent alors avec une intensité renouvelée, explorant des facettes nouvelles, jeux de rôle inspirés de littérature érotique, voyages sensoriels dans les bookstores du quartier latin. L'été arriva, torride et oppressant, et avec lui, le procès. Henri avait porté plainte pour « influence néfaste sur mineurs », un mensonge éhonté, Victor étant majeur visant à obtenir une ordonnance restrictive. Le tribunal de Paris, une arène de marbre froid aux échos solennels, devint leur champ de bataille. Thomas, se représentant lui-même avec une éloquence forgée par des années de plaidoirie, disséqua les motifs d'Henri, avidité financière masquée en moralisme. Victor témoigna, la voix tremblante mais claire, décrivant l'agression de Marc comme le catalyseur de son éveil, et Thomas comme son sauveur, non son séducteur. Claire, en témoin star, éblouit le juge avec son charisme de galeriste. « Mon fils a trouvé l'amour vrai. Qui suis-je pour le lui interdire ?» Henri, sur le banc des accusés, s'effondra sous le feu des questions, avouant ses propres infidélités passées. Le verdict fut un triomphe, plainte rejetée, dommages et intérêts pour diffamation. Dehors, sous un ciel azuréen, Victor sauta au cou de Thomas, riant aux éclats, tandis que Claire applaudissait, les larmes aux yeux. Mais la victoire avait un prix. Henri, humilié, coupa les ponts définitivement, laissant Victor orphelin d'un père qu'il n'avait jamais vraiment connu. C'est libérateur, en fait, confia-t-il à Thomas lors d'une croisière sur la Seine au coucher du soleil, les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau. T'es mon seul père maintenant. Et mon amant. Mon tout. Leur relation s'approfondit, passant de l'urgence passionnée à une tendresse mature. Thomas lança un blog anonyme sur les amours non conventionnels, écrivant sous pseudonyme des essais qui touchèrent des milliers ou des histoires de familles recomposées, de sexualité fluide dans une France encore corsetée par ses préjugés. Victor publia son premier recueil de poèmes, Écho interdit, dédié à T. Mon phare dans la tempête, qui remporta un prix mineur à la Foire du Livre de Paris. Claire organisa une expo autour du thème,
mêlant toiles abstraites et vers de son fils, un triomphe critique qui réconcilia art et famille. Pourtant, les ombres persistaient. Marc, en rémission thérapeutique, envoya une lettre d'excuse à Victor un pas vers la guérison mutuelle, mais qui rouvrit de vieilles cicatrices. « Il m'a brisé, mais je l'ai brisé aussi », avoua Victor. Thomas l'écouta, puis ils brûlèrent la lettre dans l'évier, un rituel cathartique fumant comme un exorcisme. L'automne les trouva plus forts, planifiant un voyage en Italie et Rome, les rues pavées de marbre, les fontaines murmurant des secrets éternels. Avant le départ, une surprise, Claire, lors d'un dîner aux chandelles, glissa une enveloppe à Thomas. « Le divorce est signé. Mais garde l'appartement. Pour vous deux. Et je suis heureuse pour vous. Vraiment. » C'était la closure, un chapitre clos avec grâce. Dans le train pour Rome, Victor posa sa tête sur l'épaule de Thomas, le paysage défilant en un kaléidoscope de vignes et de cyprès. On a survécu à l'enfer. Qu'est-ce qui nous arrêtera maintenant? Thomas sourit, embrassant ses cheveux. Rien. Sauf peut-être le paradis. Rome les enveloppa comme un manteau de velours rouge, ses ruelles sinueuses et ses fontaines baroques un écrin parfait pour leur amour enfin assumé. Ils logèrent dans un palazzo du Trastevere, une suite au balcon fleuri de jasmin, où les nuits étaient des symphonies de rires et de caresses. Victor, émerveillé, dévorait les fresques de la Villa Borghese, comparant Michel-Ange à Thomas, « Ton corps est une statue vivante, taillée dans le marbre du désir. » Thomas, rougissant comme un adolescent, ripostait par des dîners aux chandelles au pasta al pomodoro et Chianti, suivis de promenades au Colisée, main dans la main sous les étoiles indifférentes. Ce voyage fut leur lune de miel officieuse, un baptême dans la normalité queer. À la Gelateria del Teatro, ils partagèrent une coupe de stracciatella, ignorant les regards curieux des touristes. Au Forum romain, Victor lut à voix haute des extraits de son nouveau poème, inspiré par les ruines, dans les décombres de nos tabous, nous rebâtissons un temple d'amour, où les dieux jaloux n'ont plus de prise. Thomas, ému, offrit un collier d'argent gravé d'un, éternel, discret, scellant leur union d'un baiser sous la pluie fine de l'après-midi. De retour à Paris, la vie reprit en couleurs plus vives. Thomas lança officiellement son cabinet indépendant, spécialisé en droit LGBTQ+, plaidoirant pour des couples arc-en-ciel face à des familles homophobes, des employeurs discriminants. Son premier gros dossier, défendre un jeune trans de banlieue contre une expulsion scolaire. Victor assista à l'audience, fier comme un paon, et ce soir-là, ils célébrèrent avec Claire, qui avait transformé sa galerie en hub queer, exposant des photographes comme Pierre et Gilles. Claire, métamorphosée, devint leur allié farouche. Elle organisa un dîner familial élargi aux tantes lyonnaises récalcitrantes incluses où Victor fit son coming out officiel, la voix ferme, « Je suis gay, et j'aime Thomas. C'est ma vérité ». Les réactions varièrent, embrassades larmoyantes pour certains, silence gêné pour d'autres, mais aucun rejet franc. Henri, absent, envoya une carte postale laconique, « Je regrette. Peut-être un jour ». C'était un verrou qui se desserrait, lentement. Les saisons tournèrent, et leur amour s'enracina comme un vieux chêne. Victor décrocha un poste d'assistant éditorial chez Gallimard, relisant des manuscrits avec une acuité poétique. Thomas, entre deux plaidoiries, écrivit un mémoire sur « L'inceste affectif, mythe ou réalité dans les familles recomposées », publié dans une revue juridique, provoquant un débat national sur les frontières de l'amour. Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, testa leur lien une dernière fois. Au printemps 2027, Victor fut diagnostiqué avec une dépression chronique, résidu de l'agression et des traumas accumulés. Les nuits devinrent des champs de mine, crises de larmes, accusations irrationnelles, « Tu m'aimes par pitié ». Thomas, patient comme un roc, l'accompagna en thérapie de couple, où ils dénouèrent les nœuds gordiens de leur histoire. On n'est pas parfait, Vic. Mais on est vrai. La guérison fut un chemin sinueux, pavé de petites victoires, une publication majeure pour Victor, un partenariat civil pour eux deux Pax discret, célébré avec Claire et une poignée d'amis au jardin du Luxembourg. Lors de la signature, sous un ciel d'azur, Victor murmura à Thomas, de l'événement sanglant à cet anneau, « On a traversé l'enfer pour le paradis. Merci de m'avoir tenu la main. » Thomas, les yeux humides, répondit, « C'est toi qui m'as sauvé, mon amour. De ma propre prison. » Des années passèrent, et leur histoire devint légende discrète, un conte chuchoté dans les cercles littéraires parisiens, un témoignage anonyme dans des podcasts queer. Victor publia un roman semi-autobiographique, Le Beau-Fils éveillé, qui remporta le prix Goncourt, dépeignant leur odyssée avec une prose lyrique, sans phare ni regret. Thomas,
fier, assista à la remise, serrant la main de son partenaire sous les flashs. Claire, enfin sereine, trouva l'amour à son tour une curatrice lesbienne aux cheveux courts et au rire contagieux. Les dîners familiaux devinrent tradition, un quatuor improbable uni par le pardon et la résilience. Un soir d'automne, des années plus tard, assis sur le balcon du Marais, face à la tour Eiffel scintillant, Thomas et Victor sirotèrent un cognac, les cheveux grisonnants de Victor dansant dans la brise. « Regarde-nous, dit Victor, un sourire espiègle. De la pluie normande au champagne des étoiles. Incroyable, non ? Thomas l'embrassa, longuement, profondément. Incroyable. Et éternel. Et dans ce baiser, sous le ciel parisien indifférent mais complice, il scellèrent non pas une fin, mais un commencement humanité pure, amour sans chaîne, une lumière dans l'ombre des tabous.